J'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 12 ans. Et grâce à ma détermination et à mon envie de m'en sortir, j'ai créé une entreprise qui est valorisée aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. Je suis né à Paris d'une maman immigrée bulgare qui parlait pas très bien français et qui n'a jamais vraiment su écrire en français. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette période de l'aide sociale à l'enfance? Dans tes souvenirs, c'était quoi le plus dur? Le plus difficile, toutes ces années placées à l'aide sociale à l'enfance, ça a été la honte. Ça a été de ne pas être capable de devoir le dire aux autres. C'est très difficile pour un enfant de dire ouais, moi je suis là, je suis dans ce collège, mais en fait non, j'habite pas là, je suis placé dans une famille d'accueil ou je suis dans un foyer. Ça c'est très difficile. J'ai essayé, on s'est moqué de moi, on me traitait de tous les noms d'oiseaux. Et en fait du coup c'est difficile, on a une étiquette et ça c'était très dur psychologiquement. Et donc après, pendant des années, je l'ai caché, j'en parlais plus. Et je me suis créé un monde, en fait. Et ce qui est difficile, c'est de savoir que là, en fait, on n'est pas comme les autres. On doit s'inventer une vie. On doit se dire, bon, bah, j'ai une tante, je suis là, je suis entre Paris et la ville où je suis. Et c'est dur de se mentir à soi-même toute la journée, parce qu'en fait, à force de mentir, ça devient notre propre vérité. Et ça a été le plus difficile, c'est de se dire, je dois mentir, pour pas avoir honte de ce que je suis. Et une deuxième anecdote qui va dans le même sens, ce qui a été difficile, c'est de ne pas toujours manger à ma faim. Les familles d'accueil ont assez peu d'argent pour nous nourrir, et en fait, bah, je ne mangeais pas à la faim que j'avais eu l'habitude. Moi, j'avais une maman aimante qui me faisait des énormes plats où globalement, je pouvais manger à ne plus en pouvoir. Et le fait des mois plus tard de devoir me retrouver à aller quémander de la nourriture au collège, à la cantine, à demander du rab, ça a été ma grande spécialité, pour pouvoir avoir un petit peu plus de nourriture, pour pouvoir prévoir le soir si je ne mange pas à ma faim. Ça a été assez difficile. Et une des autres choses qui a été les plus difficiles, je dirais, ça a été dans les foyers, la saleté dans les foyers, les cafards, les punaises de lit, la saleté générale ambiante, les mauvaises odeurs, ça a été assez difficile. Parce que vivre dans la saleté, vivre dans l'humidité, ça a été quelque chose qui m'a vachement choqué toute ma vie. Et aujourd'hui, j'en porte encore le choc, vu que j'ai pris cette habitude de sentir l'intégralité de mes vêtements avant de les mettre. Parce que j'ai toute mon enfance eu ces mauvaises odeurs sur mes vêtements, des mauvaises odeurs d'humidité, des odeurs de cigarettes, et de choses qu'un enfant en fait ne devrait pas sentir. Il y a une anecdote qui est assez forte, qui représente assez bien la honte dont tu parles. C'est le jour où tu vas livrer des pizzas dans un bel appart du 7e. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote, parce qu'on comprend bien la cassure? Une des anecdotes qui est vraiment choquante aussi dans cette période, c'est que je dois avoir 16 ans, je commence à travailler, je suis livreur de pizza. Et finalement, j'ai un historique où j'ai grandi à Paris. Donc j'ai des copains parisiens, de bonne famille, notamment j'étais dans un collège privé dans le 16e arrondissement, donc avec des gens plutôt bien nés. Et donc je suis livreur de pizza, et un soir je livre sous la pluie, une pluie battante, mais vraiment une grosse pluie diluvienne. Je suis trempé, j'arrive dans ce magnifique immeuble, j'oublierai jamais, qu'est Voltaire, et je rentre dans l'immeuble, et là je sonne à la porte, et la personne qui m'ouvre, c'est une personne avec qui j'étais au collège, en 5e, qui me reconnaît immédiatement, qui me dit Jonathan, qui se dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et beaucoup de gens arrivent, et puis c'est des personnes avec qui en fait j'étais au collège, et qui explosent de rire en me voyant, qui disent mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es en train de livrer des pizzas? Et je sens que c'est un peu moqueur, et ça rigole derrière, en disant c'est Jonathan, et là à ce moment-là je subis une humiliation qui est horrible, parce qu'en fait je sens que je suis plus comme les autres, et j'ai le casque dégoulinant, et en fait je suis plus comme eux. Et c'est clair, et ils se moquent de moi, et ils me tendent de l'argent, ils referment la porte. Je sais qu'ils partent en soirée, ils sont tous super bien habillés, ils partent à un rallye, je me souviens, et moi je sais que ma vie est différente. Je repars avec mon sac, avec mes pizzas, le visage trempé, les chaussures trempées, je remonte sur mon scooter. Et sur le retour, je me dis que ma vie n'est pas comme les autres. Et au fond de moi, j'ai envie d'une vengeance. Et ça m'a motivé pendant des années, cette anecdote. Elle m'a motivé d'aller plus loin, de me battre et de me dire, un jour, ils me reverront et je serai mieux qu'eux. Et un jour, cette anecdote est arrivée. Et donc, c'est cette fin qui te donne envie très vite d'entreprendre, en tout cas de commencer à gagner ton propre argent. Comment tu fais au début? Raconte-nous un peu ton business avec les studios et tout. Très tôt, je veux pas être mis dans cette case et cette condition dans laquelle je suis. Et donc je me mets à travailler très tôt.
je me mets à gagner de l'argent très tôt. À l'âge de 18 ans, j'achète mes premiers appartements, j'achète des chambres de bonne en faisant des prêts étudiants qui me permettent de gagner de l'argent très rapidement. À l'âge de 22-23 ans, j'ai une dizaine d'appartements dans Paris, je gagne 5 000 € par mois et je suis indépendant financièrement alors que je suis encore étudiant. Et donc je passe d'être un étudiant pauvre à être un peu jugé sur mon passé, à être un étudiant en fait qui gagne plus d'argent que les gens qui ont des parents qui sont riches et qui leur donnent de l'argent de poche. Et donc vite, très tôt, en fait, je crée cette rage en moi qui me donne envie d'aller plus loin, de prendre des risques, donc d'acheter des appartements quand on a 19 ans, c'est pas normal, de créer des boîtes lorsqu'on a 21 ans, 22 ans. Et donc très vite, en fait, ça devient naturel pour moi parce que n'ayant rien, j'ai rien à perdre. Et n'ayant rien à perdre, bah, je prends des risques inconsidérés, mais qui sont mesurés et qui me permettent d'avancer dans ma vie. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu dis, toi, tu n'étais pas à la poursuite d'un CDI ou d'un bon poste dans un cabinet d'affaires, un truc comme ça, t'en foutais. Tu trouvais même que c'était une prison, c'est ça? Est-ce que tu peux reprendre tes mots? Tu le dis bien dans les... Très vite, mes copains étudiants me parlent tout le temps du CDI, du CDI. Et moi, c'est probablement la chose qui devait m'angoisser le plus au monde à ce moment-là. Je vois ça comme une prison. Une prison dorée, certes, mais une prison quand même. Une prison où on ne peut pas dire ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas s'exprimer comme on veut. Et moi, j'ai toujours eu ce naturel où je dis les choses comme elles sont, parfois brutes, parfois difficiles à entendre, mais j'ai cette manière de faire les choses où ça me convient à moi. Et donc, très tôt, je comprends que le monde corporate ne sera pas pour moi. Les grands cabinets de conseil ne m'attirent pas. Les grandes banques, ça ne m'attire pas non plus. Et donc, je me crée mon propre monde. Évidemment, je fais mes stages et je me rends compte en fait que ces stages me permettent de me rendre compte qu'en fait, c'est pas ce que je veux faire. Et donc, je crée des boîtes les unes après les autres jusqu'à créer Aircall à 27 ans et qui deviendra... Excellente transition. Est-ce que tu peux du coup nous dire, là, tu as dit jusqu'à créer Aircall à 27 ans. C'est quoi Aircall en 2 mots? Jusqu'à créer Aircall à 27 ans. Et Aircall est la boîte qui aura changé ma vie. Aircall, c'est une société de technologie. Non, pardon. Aircall, c'est une start-up qui développe un outil de téléphonie d'entreprise. Donc, on a commencé ça en 2014 avec comme idée de révolutionner la téléphonie d'entreprise. Révolutionner la manière dont les personnes prennent les appels dans les centres d'appel. Révolutionner la manière dont les entreprises utilisent la téléphonie. Et après 10 ans, on fait près de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a levé 225 millions de dollars auprès des plus grands investisseurs de ce monde, notamment Goldman Sachs. Et aujourd'hui, on a des bureaux dans le monde entier, à New York, à Berlin, à Londres, mais même à Sydney et en Asie, qui nous permet aujourd'hui de couvrir le monde entier avec Aircall. Et c'est une de ma plus belle aventure entrepreneuriale à date. Et donc là, tu gagnes plus 5000 balles. Là, tu gagnes des millions. Est-ce que tu peux nous le dire déjà et nous dire comment tu te sens avec autant d'argent alors que tu as été à un moment à l'autre côté de l'échelle, tu vois, l'extrême opposé de la société? Aircall, ça a été vraiment le choc de ma vie parce que c'est ce qui m'a permis d'officiellement, on va dire, sortir de cette étiquette, aide sociale à l'enfance. Même si je faisais des business avant, Aircall, c'est vrai que quand on commence à lever beaucoup d'argent, on gagne aussi beaucoup d'argent et ça nous permet finalement de s'extraire de ce qu'on a, de notre passé. Et ça a été un vrai choc parce qu'en fait, je passe de quelqu'un qui vraiment n'avait rien, même si je gagnais correctement ma vie avec tous mes petits business que j'ai pu faire avant, mais à être vraiment reconnu dans la rue, à avoir des félicitations. Parce que moi, on ne m'a jamais félicité dans ma vie. J'ai toujours été un élève moyen, j'ai toujours été quelqu'un de moyen en fait. Et c'est vrai que d'avoir des gens qui disent « Ah ben bravo pour ci, bravo pour ça », j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome que je ne mérite pas ce qui m'arrive, parce qu'en fait, je ne suis pas prêt pour ça, je ne suis pas câblé pour être riche en fait. Moi, je suis né pauvre et en fait, notre condition, le passé de notre condition nous fait rester un petit peu ce qu'on est. Et donc aujourd'hui, j'ai jamais vraiment admis ce que je suis, même si je suis fier de ce qui m'arrive. Je reste quelqu'un de simple, j'ai toujours les mêmes amis depuis 20 ans et je reste proche de la rue. C'est ce que je dis souvent, je suis aussi à l'aise avec des personnes qui viennent de milieux très défavorisés comme des personnes de milieux ultra favorisés. Je sais côtoyer les deux mondes et les deux mondes me plaisent en fait. Il y a un truc qui est hyper touchant, c'est que dans cette aventure Aircall, à un moment, il y a un nouveau virage qui va arriver dans ta vie. Malheureusement, c'est ta maman qui fait un AVC. Est-ce que tu peux nous raconter
le moment où tu perds ta maman, est-ce que ça t'a provoqué, tout simplement? La perte de ma maman a vraiment provoqué quelque chose de assez inexplicable, et j'en parle beaucoup dans mon livre, mais qui a été assez inexplicable pour moi. C'est une envie d'aller encore plus loin, plus que jamais. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis retrouvé seul. Seul pour toujours. N'ayant pas de frère, n'ayant pas de sœur, ma mère n'ayant pas de frères et sœurs non plus. Je suis seul, j'ai plus de famille. J'ai plus de filet, j'ai plus personne. Et à ce moment-là, quelque chose, une flamme naît en moi, plus que la flamme que j'avais déjà avant. Une flamme qui me dit, il va falloir que j'aille plus haut, plus loin que je l'aurais imaginé. Et je vais me donner corps et âme à la réussite de tout ce que je vais entreprendre et toutes les personnes qui m'entourent. Et donc, à ce moment-là, c'est une motivation qui s'est créée. J'avais envie de rendre fière ma mère, parce qu'elle n'a jamais pu voir ce que j'ai fait. Elle en a vu une toute petite partie, le début d'Aircall. Et à sa mort, j'ai trouvé énormément de journaux déchirés, avec des morceaux de journal, avec les levées de fonds d'Aircall, avec des articles sur Aircall, où elle m'a jamais vraiment dit qu'elle était fière de moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais la rendre fière. Même si elle n'est pas là pour le voir, je vais la rendre fière. Peut-être d'en haut, elle me regarde et elle sera fière de ce que j'ai accompli. Parce que ce que j'ai accompli aussi, c'était pour elle et pour la rendre fière. Ça, c'est pas le genre de truc que tu dis souvent, j'imagine. Rien que le fait de voir les petites coupures de journaux découpées et tout, c'est tellement genre attendrissant. Enfin, surtout quand j'ai l'impression, dans le livre, tu racontes que vous avez une relation un peu froide, ou en tout cas de plus en plus froide avec cette pression et tout. Ça t'a fait quoi de voir qu'en fait elle est fière de toi au fond? Ça a été, la relation avec ma mère a toujours été très difficile parce que, immigrée bulgare, qui a connu le communisme, une vie très dure, elle s'attendait à ce que j'ai cette vie très dure. Et on avait toujours une relation froide où on ne se disait pas les choses, parfois. Elle m'a jamais dit qu'elle était fière de moi. Une relation où elle, assez conflictuelle. Et c'est vrai que de voir ces petites feuilles découpées a été vachement un choc pour moi. Parce que, en fait, ça voulait dire qu'elle était fière de moi. Ça voulait dire qu'en fait, toutes ces années, quand je travaillais, je la rendais heureuse, en fait, au fond. Et la voir avoir fait ça et l'avoir gardé dans une petite pochette avec écrit Jonathan dessus, c'est qu'elle y tenait et que ça avait une valeur pour elle. Donc c'est vrai qu'à son décès, ça a été très difficile. Ça a été difficile d'évidemment perdre la seule personne avec qui je partage du sang, mais ça a été aussi très difficile de jamais pouvoir lui dire à quel point je l'aimais et à quel point j'aurais voulu qu'on se prenne dans les bras et qu'on puisse se dire qu'on va faire la deuxième étape de cette vie ensemble et que j'aurais été ravi de la prendre avec moi. C'est super réponse. T'as dit qu'aujourd'hui, grâce à tes boîtes et tout, t'es passé dans la catégorie des riches, mais ça veut dire quoi? Si je te demande pas ton salaire là, mais enfin, beaucoup mettent la toucher sur la. Mais en tout cas, à quel point est-ce que ta vie a changé? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'argent ne doit plus vraiment être un problème pour toi, si? Évidemment, ma vie a changé entre le gosse qui était en famille d'accueil et qui sentait ses vêtements, qui sentait le moisi, et aujourd'hui, ma vie a changé, inévitablement. Mais je reste quelqu'un d'hyper simple. Je n'ai pas changé vraiment d'entourage. Attends, mais ça c'est nul. Non, ça je vais pas le mettre à son truc. Non, attends. Non, mais ma vie n'a pas changé, à part que j'ai un grand appart et une plus belle voiture, quoi. Bah ça c'est parfait, ça. Dis-moi ça. Ma vie a inévitablement changé. Mais je reste le même, j'ai les mêmes copains. J'ai pas changé drastiquement ma manière de vivre. J'ai juste un plus grand appartement, une plus belle voiture, mais c'est des choses qui me plaisent. J'ai toujours aimé les voitures. Quand j'étais gamin, je collectionnais les Hot Wheels. Donc être capable de pouvoir m'offrir une des Hot Wheels, c'est un rêve de gosse. Donc j'ai évidemment réalisé certains rêves de gosse, mais rien n'a vraiment changé. J'adore marcher dans la rue, j'ai pas de chauffeur, j'ai pas de cuisinier. Je reste quelqu'un de hyper simple. Je vais dans des restaurants, des brasseries que j'adore et que j'ai toujours aimé depuis que j'ai 15 ans. Non, ça c'est un mensonge, jusqu'à 15 ans je n'avais pas les brasseries. Non mais c'est bien les brasseries refaits. Ouais, j'adore aller toujours dans les brasseries de quartier. Et d'ailleurs, je suis un amoureux de la cuisine française. Donc pour moi, la meilleure nourriture se passe dans les bonnes brasseries bien françaises, bien franchouillardes. Donc en fait, ma vie n'a pas vraiment changé et je veux pas qu'elle change. Parce que j'oublie jamais d'où je viens.
Mon passé, maintenant, j'en suis fier. Et c'était pas évident d'en être fier. Et le message que j'essaie de passer toujours aux personnes qui sont dans ma situation, soyez-en fiers de votre passé, soyez-en fiers de la période dans laquelle vous êtes, quelle qu'elle soit, si elle est difficile. Ayez juste la vision qu'un jour ça changera et que c'est vous qui allez le changer parce que votre avenir, il est entre vos mains et vous êtes dans la capacité de changer ça. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes, faites-en une force, utilisez chacune de vos cicatrices comme une force intérieure pour vous dépasser et aller plus loin. Donc, ne changez pas, restez toujours vous-même, ça c'est important. Et vous verrez, un jour, les belles choses vous souriront. Est-ce qu'au début, quand tu as commencé à gagner de l'argent et tout, tu t'es vu un peu changer? Est-ce que tu as été un connard pendant un moment ou pas? Non, j'ai jamais voulu changer quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Au contraire, je trouvais que l'argent pervertissait les gens et mes relations avec certaines personnes devenaient un peu malsaines. Par exemple, les serveurs de boîtes de nuit qui commençaient à être un petit peu trop intéressés, à me demander toujours plus, ou les vendeurs d'appartements qui essayaient de me vendre les appartements plus chers que le prix qui valait. En fait, je sentais que finalement, l'argent allait pervertir les relations. Donc moi, je suis toujours resté assez low-key vis-à-vis de tout ça, parce que j'ai pas envie d'avoir dans mon entourage des personnes qui s'intéressent à ce que j'ai dans la poche et pas à ce que je suis, parce qu'en fait, moi, j'ai pas changé, ça me fait toujours autant rire de me faire un foot avec des copains dans la rue et de mettre deux pulls par terre et de jouer au foot comme ça. Ça me fait autant plaisir. Aller manger un McDo avec mes copains d'enfance, ça me fait autant plaisir. Et je veux surtout pas que ça change. Et le problème de l'argent, c'est que ça pervertit l'entourage, ça pervertit les personnes qui le savent et qui s'intéressent à vous pour les mauvaises raisons. Alors la bonne nouvelle, c'est que venant d'en bas, j'ai un radar pour ces personnes-là. Et j'ai tendance à le savoir quand la personne s'intéresse plus à ce que j'ai à lui apporter qu'à finalement les moments qu'on va passer ensemble. Et donc je reste vrai dans mes relations et je le resterai toujours. Gaëtan, qui me connaît depuis 18 ans, qui est mon associé dans Aguesso Capital, qui est ma foncière immobilière, c'est mon ami depuis toujours. Il m'a connu quand j'avais rien et aujourd'hui ça reste toujours mon meilleur ami et je suis le parrain de son enfant. Trop cool. Dernière question. Tu as déjà donné un peu des conseils aux gens qui pourraient être touchés par le syndrome de l'imposteur et tout, comme toi tu as pu l'être et tout. Si tu avais un conseil un peu concret, tu vois, à leur faire. Par exemple, je sais pas, dans ton bouquin, à un moment, tu mets des tableaux sur l'intérêt que ça a d'acheter un appartement, tu vois, tu sais, la comparaison entre le gars qui a acheté un appart pour vivre dedans. Voilà. Est-ce que c'est quoi ta question? Attends, c'est quoi ta question? Ma question, c'est est-ce que tu as un conseil vraiment concret pour quelqu'un qui voudrait vivre, tu vois, gagner de l'argent, vivre de manière indépendante, comme tu as pu faire toi? Ok, alors ça... Tu vois pas un truc de... Non mais ça on me l'a beaucoup posé, donc j'ai pas envie de dire un truc que j'ai déjà répété. Ouais. Je vais essayer de te dire un truc un peu... Ça peut être un truc tout con, hein. Ça peut être genre, mets 10 € de côté par jour, je sais rien, un truc. Oui mais ça c'est à chier, j'aimerais bien un truc un peu activable. Ok, ça y est, je l'ai. Alors attends, c'est plutôt côté entrepreneurial. Du coup là si j'avais un conseil, c'est un côté un peu entrepreneurial. Ok. Si j'avais un conseil pour tous les gens qui se sentent en prison, par exemple, dans leur CDI ou dans leur vie et tout, et qui veulent, tu vois, s'envoler, je sais rien comment tu dis. Si j'ai un conseil à donner aux personnes qui se sentent un peu enfermées dans leur CDI, dans leur prison dorée, comme je dis, c'est si vous voulez entreprendre, n'ayez pas peur, regardez autour de vous, regardez ce qui fonctionne. Souvent on se dit ah mais non mais je veux créer quelque chose qui n'existe pas, je veux cette idée que personne n'a eue. Eh ben non, c'est une erreur. Souvent il faut prendre des choses simples, des choses qui fonctionnent autour de vous et les faire, mais les faire mieux. Et vous allez voir que en partant d'une idée qui existe déjà, vous pouvez créer la même idée en juste l'exécutant mieux, en le faisant mieux, et pour créer beaucoup plus de valeur. Et c'est vraiment le conseil que je vais donner à toutes les personnes qui nous regardent, c'est de dire, n'ayez pas peur de la concurrence. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Donc votre risque de rater est bien inférieur que si vous lancez un produit où il n'y a pas de concurrence et où vous êtes le premier. Est-ce que tu peux nous résumer ton parcours en 10 secondes? J'avais rien pour réussir. J'ai été placé à l'aide sociale. Sophia, la Bulgarie. J'avais rien pour réussir. J'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 12 ans. Et grâce à ma détermination et à mon envie de m'en sortir, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Aircall et qui est valorisée aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. Très bien. C'est bien de finir sur 1 milliard, ça pète. Ouais. Merci beaucoup. Ça va? Ouais, tout ce qu'il faut. Trop cool.
On va réussir à faire un truc bien. Ouais, oui.